Le regard plongé dans le vide, Jantine Dadjidjimana vient de perdre tous ses enfants dans les inondations qui ont frappé son village situé dans le sud Kivu en RDC. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'est du pays jeudi ont laissé derrière elles désolation et deuil. Le bilan ne cesse de s'alourdir, près de 400 personnes mortes et des centaines d'habitations emportées par des glissements de terrain. Maintenant, je n'ai plus de famille et je n'ai plus de champ. Maintenant, je dois chercher où dormir. Je sais que mon mari est en vie, mais tous les enfants sont morts. Ici à Bouchouchou, certains habitants tentent de récupérer le peu qu'il reste de leur maison après la coulée de boue. Non loin de là, sans grand espoir, les secours recherchent des survivants, mais tombent souvent sur des corps sans vie. Nous continuons de rechercher les personnes emportées par la rivière. Beaucoup d'entre eux étaient au marché, d'autres étaient dans leur maison ici. Mais maintenant, ils sont tous enfouis dans la boue. C'est pour ça que je creuse, pour voir s'il a été emporté, mais c'est quasiment impossible de le retrouver. Tout a été emporté, même les magasins. Dans les hôpitaux de la région, les blessés affluent par centaines, mais difficile d'assurer convenablement leur prise en charge, les centres de santé manquant cruellement de matériel et de main-d'œuvre. Les difficultés par rapport à leur prise en charge, seulement pour le premier soin se posent, notamment dans des médicaments et beaucoup plus dans des consommables. Les consommables, ce sont des gants, des seringues, des compresses et tout le reste. Face au désastre, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé pour ce lundi un deuil national. Les proches des victimes, eux, sont inconsolables et les sinistrés dévastés attendent désormais d'être relogés. Au Soudan, 3 semaines que les habitants vivent au rythme des combats qui opposent l'armée soudanaise et les paramilitaires. Samedi, on pouvait même voir dans les rues de la capitale Khartoum des chars d'assaut. Pendant ce temps, à Djeddah, en Arabie Saoudite, les deux camps ennemis ont entamé des pourparlers préalables à un cessez-le-feu, des pourparlers que le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a rejoint dimanche. Premier objectif, obtenir un accès pour l'aide humanitaire et l'évacuation des civils du Soudan. Ma responsabilité concerne l'opération humanitaire et donc aujourd'hui, j'ai eu des rencontres et des discussions avec des responsables d'agences humanitaires du système onusien, avec des ONG internationales et peut-être plus important encore, et le plus important, avec les représentants des Soudanais, des ONG et de la société civile soudanaise. Mercredi dernier, Martin Griffiths avait fixé des conditions claires pour rendre opérationnelle l'aide humanitaire que la communauté internationale veut voir arriver au Soudan pour sauver les civils pris entre deux feux. Numéro 1, des accords clairs et définitifs, des engagements écrits et publics des parties pour protéger le mouvement des fournitures humanitaires, des travailleurs humanitaires, pour arrêter le pillage qui se produit des stocks humanitaires afin que les agences d'aide puissent faire leur travail qu'elles savent le mieux. Après presque un mois d'affrontements, des centaines de milliers de personnes vivent cloîtrées chez elles, la peur au ventre. Au moins 100 000 personnes ont déjà quitté le pays et plus de 330 000 personnes sont déplacées à l'intérieur même du Soudan. La situation sanitaire s'aggrave de jour en jour. La diplomatie internationale, elle, s'active tant bien que mal pour trouver une issue à cette crise, mais pour l'instant, l'espoir de voir les armes se taire est encore loin. Un collectif d'associations et de partis politiques du Mali, appelé Appel du 20 février pour sauver le Mali, a déclaré que la date du référendum prévu le 18 juin sur le projet de constitution est illégale. Très critique à l'égard de l'action des militaires, il presse pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel afin de tourner la page de la transition. Pour la junte, ce retour ne peut se faire sans des réformes politiques institutionnelles. Je voudrais ici rappeler la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est celle de mener
évidemment de retourner à l'ordre constitutionnel, avant ce retour, de mener des réformes politiques institutionnelles prioritaires. Les membres de l'Alliance prévoient de saisir la justice pour demander l'annulation du décret qui convoque le corps électoral. Ils affirment que les autorités de la transition n'ont pas la légitimité pour poser cet acte et que ce référendum consacre la partition du Mali. Ils estiment que la tenue du référendum sur le projet de constitution remet en cause l'unité nationale du Mali et qu'il est prématuré de convoquer un tel scrutin dans un contexte marqué par l'insécurité généralisée dans plus des 2/3 du territoire. Un avis que ne partage pas la junte qui assure agir à la demande du peuple malien. Évidemment, cette nouvelle date traduit l'engagement du chef de l'État à respecter les recommandations des assises nationales de la refondation. À titre de rappel, l'adoption d'une nouvelle constitution fait partie justement de ces recommandations exprimées par notre peuple lors de cet important forum. La décision des membres de l'Alliance appel du 20 février pour sauver le Mali de saisir la justice pour demander l'annulation du décret convoquant le corps électoral risque de plonger le pays dans une nouvelle crise politique. Si le référendum sur le projet de constitution est annulé, cela retardera davantage la transition politique et pourrait également renforcer le sentiment de division et de méfiance entre les différentes factions politiques du pays et exacerber les tensions déjà existantes. Un parcours bien tracé pour la journée de commémoration du 8 mai. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, hommage au mémorial de la prison de Montluc à Lyon. Ce lundi, le chef de l'État français devra multiplier les déplacements pour rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance. Une journée sous haute sécurité en raison du contexte politique. Aujourd'hui, si l'on manifeste, c'est Emmanuel Macron qui est visé. C'est absolument pas Jean Moulin. Et quand Emmanuel Macron pense qu'il peut sortir dans la rue et que tout va bien se passer et que les Français sont passés à autre chose, eh bien le 8 mai, et je vous le donne en scoop, le 9 mai, le 10 mai, le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, je peux continuer longtemps, à chaque fois qu'Emmanuel Macron sortira dans la rue, oui, il y aura une contestation sociale massive tant que cette revendication n'a pas été entendue et tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Par peur des débordements, toute manifestation a été interdite aux abords des Champs-Élysées. Des filtrages ont été mis en place et le public a été tenu à bonne distance du défilé. Des dispositions qui désolent une partie de la classe politique. Un 8 mai, la mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand on veut croire aux valeurs de la République. Pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont souffert, qui ont été déportés, je dois dire que la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République. À Lyon, le chef de l'État, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement, visitera l'ancienne cellule de Jean Moulin à la prison de Montluc. Sur place, la visite du président ne pourra être perturbée par les concerts de casseroles et autres manifestations. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté un recours déposé hier par la CGT du Rhône contre l'interdiction de manifester à proximité d'un mémorial où le président Emmanuel Macron doit se rendre. Vu du ciel, le constat est implacable. Dans l'estuaire où le fleuve Sabaki rejoint l'océan Indien, une vaste étendue brunâtre parsemée de souches de palétuviers. C'est tout ce qu'il reste ici de la mangrove, cette forêt typique du littoral des régions tropicales. Pendant des décennies, les communautés locales ont puisé dans les richesses naturelles offertes par le deuxième plus grand fleuve du Kenya, au point aujourd'hui de ne plus reconnaître leur région. Le paysage a changé. Autrefois, nous avions une immense forêt avec des animaux sauvages, comme des éléphants ou des singes. Le bois des palétuviers a été massivement utilisé pour soutenir l'essor rapide des villes voisines et les eaux du Sabaki ont également subi une exploitation incontrôlée. En utilisant des moustiquaires, les pêcheurs ont piégé jusqu'à la plus petite des espèces marines. La densité de population est déjà très élevée et la quantité de ressources qui ont déjà été extraites par la pêche, le défrichement de la végétation, la coupe du bois pour le chauffage ou pour la construction, etc., tout cela fait que nous sommes déjà dans un déficit environnemental de l'écosystème. Pour tenter de combler ce déficit, des habitants se mobilisent depuis quelques années pour redonner vie à l'estuaire meurtri. Ils ont déjà replanté des dizaines de milliers de palétuviers.
et petit à petit, la forêt renaît. Le monde change, beaucoup, mais pour les mangroves, leur capacité à rebondir et à revenir coloniser les zones qu'elles occupaient dans le passé est plutôt encourageante. Chaque mangrove sauvée est une grande victoire pour la planète, car les atouts environnementaux de ces forêts sont considérables. Leurs arbres peuvent absorber 5 fois plus de carbone que les forêts terrestres, et elles agissent aussi comme une barrière contre les tempêtes, contre l'érosion et la montée du niveau de la mer. Et selon l'ONU, les protéger coûte 1000 fois moins cher au kilomètre que de construire des digues. Sans compter que, contrairement aux digues, les mangroves ont un potentiel touristique. Celle de Sabaki attire ainsi des visiteurs venus notamment observer les hippopotames qui ont fait leur réapparition depuis qu'elle est sur la voie de la guérison. Voici un hareng fumé, le fameux makwala, un poisson très prisé au Congo. Sa production est intrinsèquement liée à l'exploitation de la forêt. Le bassin du Congo, c'est 268 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire 70% de la couverture forestière d'Afrique et 6% de la surface forestière mondiale. À l'observation, il y a un lien étroit entre quantité de poissons à fumer et exploitation de bois. Pour 20 caisses de poissons, on utilise le contenu en bois de 2 tricycles quand c'est bien chargé. On commence le fumage de poissons le matin pour finir vers 17h et 18h. Le temps d'étaler, de retourner les poissons sur les fours, c'est un travail difficile. Tout est fonction de la quantité et de la grosseur du poisson. Quand il s'agit de gros poissons, ça consomme assez de bois. Mais quand ce sont des petits poissons, ça consomme moins de bois. Les représentants de la société civile mettent en garde contre une exploitation imprudente de la forêt. Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons-là. S'il y a beaucoup de poissons à fumer, on doit utiliser beaucoup de bois. Et si on utilise beaucoup de bois, donc on a coupé beaucoup de bois dans les forêts. Et si on a coupé beaucoup de bois, ça devient un danger pour l'humanité. Parce que vous le savez que moi, aujourd'hui, la forêt joue un rôle très important pour notre survie. Parce que la forêt essaie d'emmagasiner les gaz carboniques pour émettre l'oxygène. L'on ne sait pas avec exactitude la quantité de bois prélevé pour le fumage de poissons. En 2007, une étude de la Banque mondiale révélait qu'un habitant du Congo utilisait 1 mètre cube de bois par an pour une production totale de 100 millions de mètres cubes, la moitié étant destinée au bois de chauffe. Des solutions existaient déjà, comme par exemple des fours à fumer du poisson, des fours importés ou fabriqués localement. Ça peut fumer autour de 300 kg de poisson par heure. C'est le temps de fumaison qui est beaucoup plus court. Ici, en 1 heure, on peut déjà avoir des produits fumés et séchés. Par contre, avec les techniques de fumage traditionnelles, vous savez, ça prend des jours. Tout le défi est de vulgariser et de financer ces trouvailles afin de préserver durablement les forêts du bassin du Congo.